l'enregistrement. Super, merci. Ok, donc aujourd'hui, je voudrais passer un tout petit peu de temps avec vous pour parler des propriétés mécaniques et plus spécialement vraiment du test de traction, donc qui est un essai mécanique macroscopique, et d'un petit peu, enfin voilà, de voir avec vous quelles sont les informations que l'on peut en tirer et de définir quelques notions. Euh, donc vous allez voir lors des labos un ou des tests de traction. Donc les labos cette année-ci sont donnés à distance. Mais donc on a filmé des expériences, dont un test de traction. Donc dans le syllabus, si vous prenez la deuxième partie, donc les propriétés mécaniques, ça commence grosso modo à la moitié du, de la deuxième partie du syllabus. Okay, donc l'idée d'un test de traction, c'est que voilà, vous voulez mesurer les propriétés mécaniques d'un matériau qu'on vous donne. Et donc ce que vous allez faire, c'est usiner une éprouvette. Et alors, bon, bah, y a deux géométries principales qui sont soit des, des, euh, une géométrie ici comme ici, une géométrie cylindrique, ou une éprouvette plate. Et donc vous allez installer ça dans une machine, ce qu'on appelle une machine de traction. Donc ici vous en avez une sur, sur la photo. Donc vous allez installer votre échantillon. Vous voyez ici l'échantillon est installé. Hein, donc c'est soit une éprouvette cylindrique ou une éprouvette plate. Et alors on va bien souvent venir mettre ce qu'on appelle un extensomètre. Donc ce sont deux clips qui vont venir se mettre sur l'échantillon et qui vont suivre l'échantillon en cours de déformation. OK? Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'appareil, enfin la machine de traction, va avoir une partie mobile. Donc ici, c'est ceci, qui va descendre. Et donc on va à tout moment mesurer la force nécessaire à déformer et le déplacement. OK. Alors, j'ai un petit film qui, va, qui va vous montrer donc, en fait, comment comment ça se déroule. Donc, je vais vous partager plutôt à ce moment-ci. Je vais vous partager mon téléphone. Ça prend un petit peu de temps. C'est plus rapide. Voilà. Est-ce que vous voyez mon bureau là? Vous pouvez me confirmer, vous voyez je n'ai pas encore lancé le film, mais vous devriez voir plein de trucs. Ok, super. Merci. Donc voilà, je vais lancer le film. Donc, ce que vous allez voir, c'est que le matériau va se déformer. C'est parti. On est en train de déformer. Et alors, regardez bien dans le bas de l'éprouvette, à un certain moment, on va avoir localisation de la déformation.
On localise, et puis, finalement, l'éprouvette casse. OK. Alors, je vais maintenant repartager l'iPad. OK. Voilà, donc vous avez vu ce qui s'est passé. Et ce que je vous ai dit, c'est que tout au long de l'expérience, on peut venir mesurer le déplacement que l'on a. Donc, on vient mettre un extensomètre où on filme. Il y a différents systèmes avec contact et sans contact. Et donc, au départ, on a ici, donc, comme vous voyez, une longueur L0 de référence. Et on va voir comment ce L0 donc, va évoluer au cours du temps. Et je viens mesurer la force nécessaire pour déformer le matériau. Okay, donc, à la sortie d'une telle expérience, j'ai un fichier, typiquement un fichier texte ou Excel, enfin vous pouvez ouvrir dans Excel, dans lequel vous avez à tout instant la force et le déplacement. Okay. J'ai fait une fausse manœuvre. Donc à tout moment, je vais avoir la force et le déplacement. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas. Oh. Mais je suis bien embêté. C'est déjà mieux. Donc à tout moment, je vais avoir la force et le déplacement. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous avez déjà vu en termes de propriétés mécaniques dans d'autres cours, mais normalement, vous n'avez pas vu, grand-chose. Mais peut-être ce que vous savez d'expérience, c'est que quand on fait un tel test, il y a d'abord toute une première partie où la déformation va être réversible. Et donc, on va avoir un comportement linéaire. C'est ce que vous voyez là sur le graphe. Et quand on relâche, eh ben, le matériau va revenir à l'état initial. OK? Alors maintenant, bon, voilà, j'ai pris une éprouvette cylindrique. Cette éprouvette cylindrique ou plate, mais elle a une certaine géométrie. Et donc, évidemment, au plus elle a une surface importante, au plus la force que je vais devoir mettre pour déformer le matériau, au plus cette force va être importante. Et donc, la force n'est pas un critère, une propriété qui est, euh, qui est typique du matériau que je suis en train d'étudier. Parce que ben voilà, si j'ai un matériau mou, mais que je mets une surface qui est importante, je vais mesurer la même force que pour un matériau qui n'est pas très résistant, qui est très résistant pour une petite surface. OK? Donc là, en fait, ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on va, en fait, ici, euh, plutôt que de regarder à la force, on va regarder à la force divisée par l'air, et en fait, l'air de départ, et ça, on va appeler ça la contrainte. De même, le déplacement, donc au départ, j'ai L0, et donc je mesure L ou D, hein, mettons que on va dire que j'ai D0, et puis je mesure l'évolution de ce D0 que je vais appeler D au cours du temps. Ben, voilà, dépendant de la géométrie des prouvettes, ce D peut être plus ou moins
grand au départ. Et de nouveau, donc ce n'est pas une propriété intrinsèque du matériau. Donc en fait, ce que je vais plutôt mesurer, c'est d moins d0 divisé par d0. Et ça, je vais appeler ça epsilon, la déformation. Okay, donc je vais parler de courbe, contrainte, déformation. Et donc j'ai une première partie qui est réversible, et donc où j'ai un comportement linéaire, et la pente de la courbe, là, ici, ça, ceci, j'ai appelé ça E, et E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Donc, dans la partie élastique, j'ai une proportionnalité directe entre la contrainte et la déformation. Et cette proportionnalité, la constante, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Module de Young. OK? Et donc, E, au plus E est grand, au plus le matériau va être dit rigide. Donc, E, ça, c'est la rigidité. OK? Donc ça, c'est le comportement élastique. Je commence à déformer. Le matériau a un comportement linéaire. Et puis après, jusqu'à une certaine contrainte qu'on va appeler la limite d'élasticité, où le comportement ne va plus être linéaire. Donc, en fait, après ici, ce que je vais avoir, c'est une courbe qui ne va plus du tout être linéaire. On va atteindre un maximum. Et puis finalement, ici, l'éprouvette va casser. Et le maximum, en fait, correspond à l'endroit où, dans la petite vidéo que je vous ai fait passer, c'était le moment où on a localisation de la déformation. Je vais y revenir. Mais donc, on a ici une valeur de contrainte particulière où le matériau ne se déforme plus de façon élastique, mais il rentre dans ce qu'on appelle la plasticité. Et cette contrainte, on peut la noter de différentes façons. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser la notation anglo-saxonne, où on note ça sigma y. Hein, donc, on a sigma y, c'est ce qu'on va appeler la limite d'élasticité. Au-dessus de sigma y, le matériau va se comporter de façon plastique, c'est-à-dire que quand on va relâcher la contrainte, il ne va pas revenir à son état initial. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons qu'on ait été jusqu'au point, par exemple ici, si j'ai déformé jusque-là, qu'est-ce qui se passe quand je décharge? Eh bien, donc, je vais décharger le matériau et il va revenir jusque-là en suivant ici une pente qui est toujours le module de Young. Et donc, je vais ici avoir une déformation que je vais appeler la déformation plastique. Ça, c'est la déformation permanente du matériau. OK? Donc maintenant, j'ai une question pour vous. C'est, imaginons que on fait exactement ce dont je parle ici, c'est que je fais un test de traction et je vais jusqu'au point vert là,
et je décharge. Hein, donc j'ai une certaine déformation permanente, une déformation plastique. Et puis je reprends le test de traction. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la courbe que je vais mesurer? N'hésitez pas à intervenir, lever la main dans le chat, pas dans le chat, dans Teams. Donnez vos idées. Alors, je vois Raphaël qui a levé la main. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. c'est plutôt que j'ai une question. En fait, Oui. je ne comprends pas si la limite d'élasticité correspond au point où on n'a plus une droite, mais qu'on rentre dans ce domaine un peu courbé où après on atteint le maximum, ou Oui. bien si la limite d'élasticité correspond au maximum de cette courbe. Non, non, non. Donc, la limite d'élasticité, c'est le moment où on quitte un domaine du comportement linéaire, ok, et on entre dans un domaine non linéaire, qui est le domaine de la plasticité. Ok, merci. Okay, donc normalement, sur le dessin, j'essaie de le faire relativement clairement. Alors, je ne suis pas un roi du dessin sur l'iPad, je dois encore m'y faire. Mais donc, la limite d'élasticité, c'est vraiment le, la valeur de la contrainte où le comportement du matériau devient non linéaire. Et quand donc on décharge, on ne suit plus, on ne décharge pas en suivant la pente, enfin la droite, enfin la courbe complète, charge en prenant une parallèle avec le module de Young et in fine, on a une déformation permanente. Donc ma question c'est, voilà, maintenant, si j'ai ici, j'ai été, donc j'ai déformé, donc j'ai d'abord fait l'élasticité, puis je suis ici en plasticité, je vais jusque-là, puis je décharge, boum, 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 je vais jusque-là, et donc j'ai une déformation permanente. Donc mon éprouvette est plus grande que ce qu'elle était au départ. Et donc ma question maintenant, c'est, je suis ici, et je recommence le test de traction. Quelle courbe va suivre le matériau? Est-ce qu'il a encore une partie plastique, une partie élastique? Est-ce qu'il a encore une partie plastique? Enfin, quelles sont vos idées? Personne. Il est fort tôt. Il n'y a pas de bête réponse. Hein. On est entre nous. Combien? Alors, on est 18. C'est un petit comité, on pouvait prendre la parole. Ah, alors. Julien veut se lancer. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je dirais qu'on reste dans une déformation plastique parce qu'on a déjà dépassé la limite d'élasticité. Et donc, pour toi, on va commencer tout de suite à déformer plastiquement. Oui. Ok. Et quel va être le niveau de contrainte auquel on va commencer à déformer plastiquement? Zéro, quoi, dès le départ. Euh, Vous pouvez. je sais pas vraiment en fait. Non, une autre idée? On peut peut-être remonter sur la droite verte, sur la droite de décharge, et du coup Oui, avoir une limite élastique plus haute. exactement. C'est exactement ça qui va se passer. Donc, on va en fait repartir de ce point-là. Et ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va recharger de façon élastique jusque-là. OK? Et puis après, on va continuer la courbe
la courbe comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on aura atteint on va avoir une nouvelle limite d'élasticité, ici. Je vais essayer de ne pas surcharger trop le dessin. Donc ça c'est sigma y2, qui est plus élevé que la limite d'élasticité de départ. Donc ça veut dire qu'en cours de déformation, j'ai augmenté la limite d'élasticité du matériau. Et donc ça c'est un truc dans la vie de tous les jours que vous connaissez. Si vous prenez une plaque d'aluminium et que vous la déformez, par exemple, vous passez ça dans un laminoir, ce que vous allez voir, c'est que le matériau va devenir plus résistant. En fait, il va devenir plus fragile, mais la contrainte à laquelle il va commencer à se déformer plastiquement va être plus élevée. Donc, vous allez en fait avoir donc, sigma, je vais mettre sigma y2 qui est plus grand que sigma y. Okay. Et ça, c'est un phénomène très important et qu'on expliquera au niveau microstructural, qui est le phénomène d'écrouissage. On en a déjà discuté quand on a parlé des dislocations, et je reviendrai avec ça. Donc, c'est l'écrouissage. C'est le fait que je déforme plastiquement. En cours de déformation plastique, qu'est-ce qui se passe? Les dislocations bougent, et en plus, on multiplie les dislocations. Et au plus on multiplie les dislocations, au plus j'ai des points d'ancrage. OK? Et au plus la contrainte pour multiplier les dislocations par le mécanisme de Franck-Héride, au plus cette contrainte augmente. Et donc, au plus ma contrainte macroscopique pour faire bouger et multiplier les dislocations augmente. Okay, donc, derrière ce phénomène-ci, macroscopique, au niveau microscopique, c'est la multiplication des dislocations qui est derrière ça. Donc, écrouissage, en anglais, ça s'appelle work hardening. OK? Et alors, donc c'est work hardening parce qu'on durcit le matériau en le travaillant, en le déformant. Et alors, la limite d'élasticité, en anglais, ça s'appelle yield stress. C'est pour ça qu'en anglais, c'est sigma y. Les francophones utilisent plutôt sigma e. Mais bon, il y a énormément de livres dans lesquels vous allez trouver sigma y. OK, donc voilà, j'ai toute une phase d'écrouissage. Et puis, on va atteindre le maximum ici. Donc, c'est ici, je vais appeler ça sigma max. Sigma max. Et ça, d'habitude, on appelle ça la résistance. Parfois, résistance à l'attraction. Résistance. Et en anglais, ça s'appelle tensile strength. OK, à sigma max, ce que j'ai à ce moment-là, c'est que je suis au maximum de la courbe. Donc, j'ai d sigma d epsilon égale 0. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai, dans le film que je vous ai montré, que j'ai localisation
de la déformation. C'est ce qu'on appelle, en français, on appelle ça la striction. En anglais, ça s'appelle donc striction, localisation. Localisation. En anglais, ça s'appelle necking. OK. Donc là, quand j'arrive à sigma max, quand je suis là, toute la déformation va se concentrer à un endroit de l'éprouvette. Que fait le reste de l'éprouvette? Le reste de l'éprouvette, elle se décharge élastiquement. Donc, elle devient spectatrice et elle va se décharger de nouveau en suivant une pente égale au module de Young. Donc, elle va avoir ce qu'on appelle un retour élastique. Okay, donc ici, en fait, vous avez l'epsilon plastique. Alors, je vais ici, quand vous avez déchargé comme ça, donc vous avez suivi le E, et en fait, ça ici, c'est la déformation élastique que vous récupérez. Okay, donc le reste de l'éprouvette se décharge élastiquement, donc on a un retour élastique. Et je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a dans l'audience ici qui joue de la guitare, enfin de la guitare, que ce soit acoustique ou électrique? Il n'y a pas un musicien? Donc, pour ceux qui jouent de la guitare, vous savez bien que lorsqu'une corde de guitare casse, elle fait ça de façon sans vraiment prévenir, et ça casse d'un coup. La raison pour ça, eh ben, vous la trouvez dans la courbe de traction, parce que en fait, au moment où j'ai localisation de la déformation quelque part sur la corde de la guitare, vous êtes d'accord qu'une corde de guitare, ça a vraiment, c'est très très long par rapport à la surface. Et donc en fait, à l'endroit de la localisation, je localise, et le reste de la corde, elle se décharge élastiquement. Et donc vous avez un retour élastique, et vu que la corde est très très longue, ce retour élastique en termes de déplacement est important. Et donc ça, vous venez en fait, vous étiez là à l'endroit de la localisation, et parce que le reste, la partie de la corde qui se décharge se rétracte, et en fait, vous venez tirer sur l'endroit où il y a la localisation, et de façon brutale, vous passez de là à ici, et vous cassez la corde, et donc vous ne voyez pas, vous n'avez pas le temps de voir la localisation, et vous voyez juste l'état final où la corde est cassée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? N'hésitez pas à lever la main et poser des questions, parce que ce sont des concepts qui sont vraiment, vraiment importants. Pas de questions? Ça a l'air d'être clair. Donc en fait, une fois qu'on est arrivé à la localisation, ben après, dans ce qu'on va appeler le col de striction, on va avoir tous les mécanismes, ce qu'on va appeler d'endommagement, qui vont in fine amener à la rupture du matériau. Ouais, Raphaël, tu lèves la main. Oui, en fait, on a vu lors du premier labo d'SDM que pas tous les matériaux se cassent après avoir atteint ce premier maximum. C'est-à-dire que la striction, pas dans tous les matériaux, la striction mène directement
à la brisure de l'éprouvette. Comment Alors, ça se fait? donc, en fait, ici, c'est une bonne question, hein. J'allais y venir, mais donc, euh, si on veut un peu classifier le comportement des matériaux, vous allez avoir les matériaux qui ne vont avoir que cette partie ici. Donc, qui se comportent de manière élastique, et puis, en fait, ils cassent. Ça, c'est ce qu'on va appeler un matériau fragile. Typiquement, ce sont les matériaux céramiques. Okay. Après, vous avez les matériaux qui se comportent comme je viens de vous l'expliquer. Donc, ce sont des matériaux plastiques, enfin, avec plasticité, où on a striction, localisation et puis rupture. Et ça, typiquement, c'est le comportement des matériaux métalliques. Alors, ce que vous avez vu lors du premier labo, c'était un labo sur les matériaux polymères, où dans les matériaux polymères, comme on a une microstructure qui est sous forme de chaînes qui sont des spaghettis que l'on va en fait aligner graduellement en cours de traction. Dans les matériaux polymères, et j'en reparlerai plus tard quand j'ai une section sur le comportement mécanique des matériaux polymères. Et dans les matériaux polymères, ce qu'on peut observer, c'est en fait une striction qui se propage sur l'intégralité de l'éprouvette. Et puis après, on a striction, on a rupture. Mais c'est assez particulier comme comportement. La grande majorité des matériaux sont soit fragiles ou se comportent comme je viens d'expliquer. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ok. Voilà, donc maintenant, vous voyez que j'ai sur sur la courbe de traction, j'ai défini sigma comme étant F sur A0, et A0, c'est l'aire de départ, A0. D'accord? Et epsilon, c'est D moins D0 sur D0, D0 étant ma longueur de référence de départ. OK? Et bon, A0, en permanence, en fait, mon aire, elle change durant l'essai de traction. Donc, en fait, la contrainte, ce qu'on va appeler la contrainte vraie, c'est pas F sur A0, c'est F sur A. Donc, en fait, d'habitude, quand on définit la contrainte comme F sur A0 et epsilon comme D moins D0 sur D0, et la majorité du temps, c'est comme ça qu'on représente une courbe de traction. Mais à ce moment-là, on va dire en fait qu'on parle de contrainte nominale, c'est ce que je vais appeler sigma n, et epsilon n. C'est la contrainte, donc je vais mettre ça ici, sigma n, c'est la contrainte nominale. Parfois, on appelle ça aussi, enfin souvent, la contrainte ingénieure. Pour la bonne et simple raison que voilà, c'est une façon pragmatique de calculer la contrainte. Vous mesurez juste le A0 au départ et vous rapportez, vous divisez la charge que l'appareil mesure par ce A0 et c'est bon, comme ça. OK? Donc c'est la contrainte nominale et epsilon n. C'est ce qu'on va appeler à ce moment-là la déformation nominale ou ingénieure. OK? Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que la contrainte réelle, la contrainte vraie, c'est bien F sur A. Donc si maintenant je vais définir sigma V, la contrainte vraie,
c'est égal à F sur A. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la contrainte vraie. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la contrainte vraie et la contrainte ingénieure? Alors, dans les... donc, c'est ce que vous avez sur le slide ici à gauche. Alors, comme je vous disais, la contrainte vraie, c'est F sur A. Quel est le rapport entre sigma vrai et sigma n? Mais donc, en fait, ce que vous voyez, donc, je fais ici l'hypothèse tout à fait vérifiée que le volume lors de la déformation plastique est constant. Donc, en fait, ce n'est pas vrai en élasticité, mais dès qu'on passe l'élasticité, c'est tout à fait vrai. Et comme la déformation élastique est très très faible par rapport à la déformation plastique, c'est vraiment une hypothèse qu'on peut faire. Donc je multiplie ici par V sur V0, et je dis juste que le V, qui est le volume à un moment, c'est A, l'air courante fois L, et le volume initial, c'est A0 sur L0. Donc, vous voyez que je peux simplifier les A. Il me reste F sur A0. OK, donc ça, c'est sigma n. Et L sur L0, comme epsilon n, c'est L moins L0 sur L0, ben, L sur L0, c'est 1 plus epsilon n. OK, donc je peux calculer la contrainte vraie à tout moment en utilisant la contrainte nominale et la déformation nominale. Donc ce sigma V ici, c'est égal à sigma n fois 1 plus epsilon n. Et de façon, on va dire, pragmatiquement, c'est la contrainte vraie. Donc si vous devez un jour faire des calculs où vous devez entrer entrer le comportement mécanique du matériau sous forme d'une courbe de traction, vous devez utiliser la contrainte vraie, et on va voir aussi la déformation vraie. Et c'est pas une petite différence que vous pouvez avoir entre sigma vrai, la contrainte vraie, et la contrainte ingénieure, parce que regardez, le rapport que vous avez entre les deux, c'est 1 plus la déformation nominale. Et donc, vous voyez que si vous avez un matériau qui se déforme, et ça, c'est des valeurs typiques pour un matériau métallique, vous déformez le matériau de 20%, et bien, la différence que vous allez avoir entre votre contrainte nominale et la contrainte vraie, la contrainte ingénieure, ça va être 20%. Donc, c'est pas rien. Alors maintenant, les déformations vraies. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt que de dire, je prends la longueur finale moins la longueur initiale divisée par la longueur initiale. Ce qu'on va faire, c'est un développement incrémental. On va regarder le dl sur L. On va intégrer dl sur L, et en fait, on obtient donc ici ln de longueur finale divisé par L0, et vous pouvez très facilement retomber sur vos pattes, là, comme le epsilon n, c'est L final moins L0 sur L0, et bien, le epsilon vrai est égal à ln de donc epsilon vrai
égale ln de 1 plus epsilon nominal. Ça, c'est ce qu'on va appeler la déformation. Déformation. Ok, donc, tout du long de la courbe de traction, vous pouvez transformer la courbe contrainte nominale, déformation nominale, en une courbe contrainte vraie, déformation vraie. Vous voyez que ce que ça fait, c'est que les contraintes ingénieurs vraies, non, les contraintes vraies sont plus grandes que les contraintes nominales. Par contre, les déformations vraies sont plus petites que les déformations nominales. Est-ce que je peux faire ça suivant l'intégralité de la courbe? Quand je veux dire l'intégralité de la courbe, c'est aller jusqu'à la rupture ici. Donc de dire, ben voilà, je prends toutes les valeurs de sigma n et de epsilon n, je leur applique les formules que je viens de vous donner, et je recalcule l'intégralité de la courbe en contrainte et déformation vraie. Donc faire ça, donc je prends toute la courbe et je calcule contrainte vraie et déformation vraie. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Silence total. Alors, si je vous demande est-ce qu'on peut faire ça, il y a quand même une bonne probabilité que la réponse soit non. Et voilà, la réponse est non, parce que une fois que j'ai atteint la striction ici, ce qui se passe, c'est que j'ai localisation de la déformation, et si je veux mesurer la contrainte vraie, il faudrait que j'aille mesurer le A, l'air, mais dans le col, ce qu'on appelle le col de striction. Hein, je peux plus du tout utiliser les formules que j'avais utilisées ici. Dire, bah, ça a comme hypothèse que ma déformation est uniforme sur tout le volume de mon éprouvette. Hein, donc, si je veux aller mesurer la contrainte si je veux avoir accès à la contrainte vraie dans le col de striction, il faut que j'aille mesurer l'air dans le col de striction. La même chose pour la déformation. Si je veux mesurer la déformation vraie, mais je dois aller mesurer la déformation, donc l'air et la variation de l'air dans le col de striction. Okay, donc, sur cette courbe ici, je ne peux en fait faire l'hypothèse, je peux transformer la courbe ingénieure ou nominale en valeur vraie que jusqu'à la striction si je n'ai que mesuré que la force et le déplacement et que je n'ai pas eu un appareil qu'on appelle un strictomètre qui vient mesurer l'air dans le col de striction au cours du temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ça a l'air d'aller. Donc, on avance bien. Maintenant, une question intéressante, c'est de dire, OK, j'avais un critère de striction. Hein, vous vous souvenez, c'est d sigma, d epsilon égale 0. Donc là, ici, pour être correct complètement, ben, je vais venir dire, je vais mettre un n pour dire que ça, c'était le critère de striction en
en déformation vraie, en déformation nominale et contrainte nominale. Maintenant, qu'en est-il en déformation vraie et contrainte vraie? Alors, vous avez ici une petite démonstration qui fait un peu le lien entre les deux sur les slides, mais en fait, c'est possible de faire plus simple. En fait, le critère macroscopique pour la striction, donc je vais mettre ici striction. Ça s'écrit, c'est qu'on est au maximum de la charge. OK? C'est dF égale 0. Donc, dF, c'est d sigma A égale 0. OK? Et bon, donc ça, maintenant, vous dérivez ça. Vous avez A d sigma plus sigma dA égale 0. OK? Alors, à partir du moment où vous savez que vous remarquez, enfin, vous savez que moins dA sur A est égal à epsilon, eh bien, faites l'exercice chez vous, hein, à partir de cette équation-là, vous arrivez directement à cette équation-ci. D sigma sur D epsilon égale sigma. Donc, vous allez avoir ici D sigma D epsilon égale sigma. Ça, c'est le critère de striction. Bon, c'est facile, hein, vous faites passer, vous avez ici moins sigma dA quand vous faites passer ceci de l'autre côté, puis vous faites passer le A de l'autre côté, puis vous avez D sigma sur sigma égale moins dA sur A qui vaut D epsilon, vous avez D sigma D epsilon. C'est égal à sigma, c'est direct. Et donc ça, c'est le critère de striction en contrainte et déformation vraie. OK. Alors, juste, c'est une question parfois que j'ai déjà posée à un examen, c'est-à-dire, je vous donne une loi sigma en fonction de epsilon, en disant, voilà, ça reproduit le comportement du matériau. Est-ce que vous pouvez me calculer la déformation à striction? Voilà, vous devez bêtement réutiliser ce critère et dériver donc d sigma, calculer d sigma d epsilon avec qui est fonction d'epsilon. Vous dérivez une fonction et vous égalez ça à sigma qui est aussi une fonction. Donc la dérivée va être une fonction d'epsilon, sigma est une fonction d'epsilon, et voilà, la solution epsilon de cette équation va vous donner la déformation à striction. Il est parfois assez intéressant de voir comment vous dérivez une fonction d'epsilon comme ça. C'est comme si parfois vous n'aviez jamais vu les dérivés. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin du cours. Je vais juste terminer par vous donner un sens physique à l'écrouissage, d'une façon plus macroscopique que vous dire, oui, c'est dû à la multiplication des dislocations. Hein, donc, d'abord, pour être tout à fait complet sur la description de l'écrouissage, on utilise deux paramètres pour quantifier l'écrouissage. D'abord, le plus simple auquel on pourrait penser, c'est d'utiliser la pente. On voit ici, avec ce facteur eta qui est d sigma d epsilon. Donc, c'est la pente locale. Au plus ce eta va être grand,
au plus le crouissage va être important. Alors on peut aussi utiliser ce qu'on va appeler le coefficient d'écrouissage, n, qui est pas d sigma d epsilon, mais dln de sigma dln de epsilon. Et l'intérêt de ce paramètre n, c'est qu'en fait, le critère de striction, qui est donc d sigma d epsilon égale sigma, on a ici d sigma d epsilon égale sigma, si vous utilisez la définition de n, eh ben, donc, en fait, vous avez ici d sigma d epsilon égale sigma, vous faites repasser le sigma de l'autre côté. Vous avez 1 sur sigma d epsilon égale 1. Vous multipliez le tout par epsilon. Vous avez à ce moment-là epsilon sur sigma d epsilon. Et donc ça, en fait, c'est égal à n. Donc vous avez epsilon sur sigma d epsilon égale epsilon. Et donc vous obtenez comme critère de striction que epsilon égale n. Donc c'est ici. Ça s'écrit aussi epsilon égale n, avec n qui vaut dln de sigma dln de epsilon, et ça dln de sigma. dln de sigma dln de epsilon, c'est rien d'autre que epsilon sur sigma d sigma d epsilon. Ok, donc c'est une autre façon d'exprimer les critères de striction, c'est utiliser d sigma d epsilon égale sigma ou epsilon égale n. Ok, donc enfin, mathématiquement, c'est exactement la même chose. Oui, Raphaël, je n'avais pas vu ta main. Excusez-moi, comment vous avez obtenu l'expression epsilon égale moins la différentielle de A sur A? En fait, c'est l'équivalent, donc epsilon, en fait, ça, c'est d epsilon, hein, donc c'est incrémental, et donc epsilon, c'est dl sur L, d'accord? Quand tu regardes Oui. tu prends ton éprouvette et tu regardes la façon dont l'éprouvette se déforme dans la longueur, d'accord? Oui. Et tu peux en fait calculer par conservation du volume, ça va aussi être égal à la diminution de ton air divisé par l'air. Donc c'est dA sur A. On met en moins parce que voilà, quand l'air diminue, on a une déformation qui est positive. C'est clair? Oui, merci. Donc maintenant, pour terminer en deux minutes, je voudrais vous expliquer, vous donner un sens à l'apparition macroscopique de la striction. Donc, vous voyez sur la courbe de traction que vous avez ici, tout du long ici, vous avez la contrainte nominale qui augmente. Ça veut dire, si votre contrainte nominale augmente, c'est que la force augmente. Et puis, il y a un moment où la force commence à diminuer. Donc, la force augmente alors que votre surface A, elle, ne fait que diminuer. Donc, en fait, le matériau voit sa section diminuer, mais la force augmente parce que le matériau se durcit. C'est par écrouissage. Donc, en fait, géométriquement, votre matériau devient plus fragile. Dans le sens, sa section devient plus faible. Mais grâce à l'écrouissage, malgré que sa section devient plus faible, vous devez encore augmenter la charge pour continuer à le déformer. Ça veut dire que les mécanismes microscopiques d'écrouissage, par multiplication des dislocations, sont plus forts que ce qu'on va appeler l'adoucissement géométrique
le fait que géométriquement, ben, votre éprouvette voit son air diminuer, et donc on pourrait s'attendre, s'il n'y avait pas d'écrouissage, eh ben, on aurait en fait directement localisation et puis rupture. Hein, donc, ce qui se passe entre cette partie ici de la courbe et cette partie-là de la courbe, maintenant, dans la partie où vous avez de l'écrouissage ici qui prend le pas, donc l'écrouissage est plus fort que l'affaiblissement de l'éprouvette vu sa diminution de section. Et puis, il y a un moment où ben, voilà, le matériau il a donné ce qu'il avait comme capacité, ce qu'on va appeler de capacité d'écrouissage. Et à ce moment-là, le matériau casse, le matériau localise, et ça se fait pour des conditions qui sont ben, qu'on soit au maximum de la courbe. Donc ça, c'est d sigma n d epsilon n égale 0, ou alors en contrainte vraie, d sigma d epsilon égale sigma, ou epsilon égale n. Hein, donc je vais terminer avec ça en vous montrant, voilà, ici sur ce graphe, j'ai calculé le coefficient d'écrouissage, donc dln de sigma, dln de epsilon, pour 3 courbes de traction. Donc ici, l'abscisse, l'ordonnée, c'est n, et en abscisse, ce que je viens à mettre, c'est epsilon, la déformation vraie. OK? Et mon critère de striction, c'est quand epsilon égale n. Donc, c'est ce que j'ai reporté ici. Donc, cette courbe ici, cette ligne droite, c'est epsilon égale n. Faites attention, donc les axes ne se croisent pas en 0, 0. C'est pour ça qu'on est ici. Et donc, le matériau va strictionner quand son epsilon égale n. Et donc, le n n'est pas constant le long de la courbe. Donc, en fait, ce que je viens faire, c'est je le mesure sur des portions de la courbe de traction. Et vous avez donc 3 matériaux différents, c'est 3 aciers. Vous avez l'acier 3, on va comparer acier 3 et acier 1. Alors l'acier 3, lui, vous voyez qu'il s'écrouille, il a un N très très fort, très élevé au début de la courbe. Et puis, hop, ça se casse la figure. Donc, hop, ça se casse la figure, et après 10% de déformation, le matériau a strictionné. L'acier 1, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a un coefficient d'écrouissage qui est faible au départ, mais qui ne fait que augmenter. Et puis à un moment, ben voilà, il lâche et il va à peu près à 25% de déformation. Et en fait, cet acier 1, il est beaucoup plus intelligent que l'acier 3. Qu'est-ce qu'il fait l'acier 3? Il s'écrouille très très fort au départ. Et puis, en fait, quand on a besoin des capacités d'écrouissage, il n'y a plus personne qui répond. Hein, le matériau le plus intelligent, ce serait un matériau qui s'écrouille juste assez pour suivre, être parallèle à cette droite ici, et juste donner ce qu'il faut en permanence pour justement empêcher que l'adoucissement géométrique prenne le pas sur l'écrouissage. OK? Alors, pourquoi est-ce que je vous ai parlé autant d'écrouissage? C'est parce que si je veux regarder l'énergie de déformation, et donc typiquement, c'est ce que vous allez absorber comme énergie lors de la déformation plastique du matériau, et cette énergie absorbée, elle est super importante dans tout ce qui est matériaux qui doivent absorber des chocs, donc tout ce qui est, enfin, voilà, toute la carrosserie de votre voiture. On veut maximiser l'absorption d'énergie. Ça veut dire qu'on veut maximiser l'air sous la courbe.
Comment est-ce qu'on maximise l'air sous la courbe? Eh ben, ça veut dire qu'on veut aller le plus haut possible par là et le plus loin possible par là, avant de localiser. Eh ben, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est en augmentant l'écrouissage. Ça permet de monter en contrainte et d'aller loin sans avoir localisation. Donc ça, c'est vraiment une quête importante en développement matériaux pour toute une série d'applications où ben, on doit tenir en cas de crash. Hein, donc c'est les voitures, enfin, tout ce qui est transport, c'est super important. C'est la capacité d'absorption d'énergie. Et donc, la manière d'augmenter ça, ben, c'est si on ne veut pas mettre plus de... Après, on peut mettre plus de matériaux parce que ici, votre énergie de déformation, c'est des joules par mètre cube. Donc, si je mets plus de matière, bien évidemment, je vais augmenter l'absorption. Par contre, votre voiture devient plus lourde. Et donc, à poids égal, à quantité de matière égale, la manière d'augmenter l'absorption d'énergie, c'est d'augmenter l'écrouissage. Donc, c'est vraiment une quête importante en sciences des matériaux. Il y a beaucoup de recherches qui visent à développer des aciers, mais aussi des alliages de titane, par exemple, qui montrent un écrouissage important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Raphaël. Puisque là maintenant, pour ce cours, on a fait entre guillemets un saut dans le syllabus, dans la séquence des concepts abordés, est-ce que Oui. cette matière-ci, on va avoir un ultérieur podcast plus tard dans le cours? Non, en fait, moi j'ai vu ça aujourd'hui aussi parce que ça me semblait important pour les. Enfin, ça me semblait, je suis sûr, que c'est important pour les laboratoires qu'on Oui, ait en effet. qu'on ait déjà défini ces termes-là. Et donc, je n'ai pas l'intention de refaire tout un podcast où je repasse une heure. Donc, je vais aller beaucoup plus vite en disant dans l'enregistrement, allez voir le live un tel. Comme j'ai fait pour les diagrammes de phase aussi, je sais pas. Ok. Donc, j'ai fait un live sur les diagrammes de phase. Et quand je me suis enregistré sur les diagrammes de phase, j'ai passé beaucoup moins de temps. Ça va? Donc, en fait, moi, le live ici, je vais le mettre sur la chaîne YouTube aussi. Et donc, les étudiants peuvent, enfin, vous pouvez regarder ça aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand on est en présentiel, je fais l'intégralité au tableau, quoi. Comme j'ai essayé de faire sur l'iPad. Je sais bien, bon, voilà, c'est pas un tableau, j'écris pas. Enfin, j'ai pas l'habitude de faire des courbes et compagnie sur l'iPad. Je suis vieux, j'ai l'habitude de la créer. Mais donc, j'espère voilà, que j'ai réussi à avoir un bon compromis où vous aviez quand même toute une partie tableau et puis les slides à côté. Donc, en fait, moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer à enregistrer la partie, enfin, la première partie de cette deuxième partie du syllabus. Mais je voulais définir ces notions avec vous. D'autres questions? Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement à ce stade-ci. La personne qui a lancé l'enregistrement, si elle peut